Le thème voilà, de ce webinaire, hein, c'est bien comment recruter dans des cas de surcharge de travail. Et je sais que c'est un thème d'actualité alors, pour toute l'agriculture, mais aussi voilà, pour les circuits courts avec les spécificités autour de la production, la transformation, la commercialisation. Je cherche toujours aussi un peu la poule aux œufs d'or au niveau des salariés ultra compétents. Voilà, donc il y a le contexte, il y en a qui l'ont évoqué. Donc, on va essayer de voir avec Simone Ansker de la Chambre d'agriculture, à qui je laisserai la parole voilà, tout à l'heure. Moi, je suis Nadine Leray, je suis conseillère circuit court. Donc, je suis basée voilà, sur le Morbihan à Vannes, hein, mais on a aussi voilà, toute une équipe, on est toute une équipe voilà, de techniciens, enfin toute une équipe, voilà, nous sommes une dizaine répartis voilà, sur les quatre départements bretons. Je te laisse la parole, Simone. Merci Nadine. Je suis Simone Ansker. Je suis conseillère ressources humaines à la Chambre d'agriculture de Bretagne. Donc, les ressources humaines, c'est bien autour de l'homme et la femme. Et c'est une ressource actuellement parce que ça devient une denrée rare de trouver du personnel. Et donc, c'est pas si simple dans une situation aujourd'hui de pratiquement plein emploi sur certains bassins d'emploi. Alors, première des choses, avant de parler de comment recruter, c'est peut-être pourquoi recruter. Souvent, lorsque les agriculteurs viennent me voir, c'est une question, là en bleu, vous voyez sur le petit rond, c'est trop de travail. Voilà, j'ai trop de travail, dans votre cas, ça peut être j'ai un marché supplémentaire, le samedi matin, je dois être sur le marché, mais en même temps, je ne peux pas être sur mon exploitation. Alors, deux situations. En rose, là, ce que vous voyez, c'est soit c'est trop de travail en permanence, soit c'est trop de travail ponctuellement. Alors, le ponctuellement, c'est quoi? Ça peut être en grille, un remplacement, accident, maladie, vacances, paternité, maternité. Ça peut être aussi le remplacement de quelqu'un qui travaille avec vous et puis qui n'est pas là pour le moment. Voilà. Ça peut être une surcharge de travail temporaire. Vous êtes en train de créer un atelier ou faire des travaux sur l'exploitation. Ça peut être aussi une saison. Et dans votre cas, ça sera peut-être des questionnements aussi sur les saisons, surtout en maraîchage. Alors, si je reviens sur le trop de travail en permanence, sur le vert, soit on crée un poste, soit on renouvelle un actif. Les questions qui peuvent aussi se poser, c'est les départs en retraite des parents, ou donc des gens qui sont avec vous sur l'exploitation. Il y en a qui s'installent, mais il y en a aussi qui sont déjà peut-être sur des exploitations au fil de l'eau. Alors, il faut faire un choix. Ce choix, soit c'est d'embaucher en direct, ça va être notre questionnement là, de cette webinaire, soit c'est à faire appel à l'extérieur. Et tout le monde n'est pas prêt à faire le choix de l'embauche en direct. Donc, si je viens sur le bleu, là, sur le rond bleu, faire appel à l'extérieur, ça va être conditionné par aussi votre situation géographique, qu'est-ce qu'il y a autour de vous, qui je peux contacter. Donc, on peut avoir des services de remplacement comme le SDEC ou le CEREMOR, des CUMA, des ETA pour les terres, des travailleurs indépendants, de l'intérim, de l'entraide. Il faut bien évidemment se poser les questions de pour quelle mission, pour quelle durée et à quel coût. Combien je peux mettre, si j'ai besoin de quelques heures simplement par semaine, combien je peux mettre d'argent en face. Et puis la webinaire, ça va être sur le rose. Là, c'est embauché en direct, seul ou à plusieurs. On peut penser aussi au groupement d'employeurs, comme Solutis Emploi. Si on embauche en direct, il faudra se poser la question du profil. Expérimenté ou pas, formé ou pas. Pour quelle durée, pour quel contrat? CDI ou CDD, temps plein ou temps partiel. Quel budget? Est-ce que je dispose de 5 000 euros, 10 000 euros, 15 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros sur l'année? Est-ce que j'ai le droit à des aides?
pour quel salaire et quelle classification. Donc, on parlera un petit peu aussi de classification des emplois et conventions collectives. Et de qui peut m'aider. Alors là, je vous ai mis comme contact l'ANEFA pour la recherche d'un salarié, mais on va y revenir. Simone, Oui. Si je peux me permettre, je crois que c'est important, hein, mais tu vas y revenir, bien sûr, tu vas nous réexpliquer tout ça. C'était important de bien savoir préciser ponctuellement si on est dans le cadre de remplacement, de surcharge ou de saison, puisque ça peut avoir une incidence pour la suite. Enfin, je dis ça, je le dis maintenant Oui, parce que ça va éveiller les gens. Mais c'est vrai que l'incidence pour la suite, c'est par exemple si j'ai trop de travail ponctuellement et que c'est une surcharge de travail, ça va être un CDD pour un motif surcharge de travail. Si c'est saisonnier, c'est CDD pour une saison, par exemple pour 2 ou 3 mois ou 4 mois. Et l'incidence financière, c'est que même ceux qui utilisent le TESA, ils ont des petites coches sur les documents qu'ils doivent remplir via la MSA. Une saison, on n'a pas l'obligation de la prime de précarité, des 10% à la fin du contrat. Pour une surcharge de travail temporaire, on va avoir l'obligation de payer la prime de précarité des 10%. Donc, vous voyez que ça a bien une incidence sur le financement derrière de son contrat. Donc, ce motif du pourquoi j'embauche quelqu'un, on va y revenir tout à l'heure sur les motifs possibles, eh bien, ce motif a une incidence financière. Tout à fait. CDD pour saison, pas obligatoire d'avoir la prime de précarité de 10%. Alors, une fois qu'on sait pourquoi on recrute, parce que des fois on est un petit peu la tête sous l'eau, hein, bien souvent c'est le cas, on se demande comment je fais. Comment je fais? Alors, les questions qui viennent à moi, c'est souvent est-ce que c'est une mission impossible? Est-ce que c'est possible? Je dirais qu'il n'y a pas de recette miracle, mais qu'en tout cas, vraiment une certitude, il faut avoir une démarche de recruteur. Une démarche de recruteur, c'est-à-dire bien vraiment définir son poste, le profil, savoir combien d'argent on peut mettre sur la table et si dans quel secteur géographique on est. Est-ce qu'on est sur la côte et qu'il y a en ce moment plein de saisonniers aussi qui sont recherchés par d'autres métiers. Parce que ce que l'on cherche, c'est la perle rare. Alors là, je vous ai mis une petite photo de perles. Les perles rares, ça peut être une perle jaune qui n'est pas dans le paquet, là. Et c'est peut-être cette perle jaune, elle est la perle rare pour vous, elle n'est peut-être pas pour les autres. Et pour un employeur, souvent ce que les employeurs me disent, c'est un salarié compétent, engagé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, engagé? Ça veut dire qu'il soit là à l'heure, en tout cas, qui adhère au projet de l'entreprise et aux valeurs aussi. C'est important, est-ce que je fais du bio, pas du bio? Est-ce qu'il a envie de travailler sur mon exploitation? Qui travaille dur? Alors ça, j'entends ça, hein, des fois, dur, motivé. Qu'est-ce que c'est? Dans l'intérêt de l'entreprise et se met au service du collectif de mon entreprise, de ma ferme. Alors ça, c'est la perle rare côté employeur. Il faut savoir que du côté salarié, il y a aussi l'employeur perle rare. On essaye de trouver l'employeur avec qui on va se plaire. Ce n'est pas toujours l'argent qui est important. Ça peut être aussi vraiment les valeurs de l'entreprise qui vont faire que je veux travailler pour cette entreprise et pas pour une autre. Par exemple, quand on dit je vais travailler chez McDo, c'est la valeur McDo ou je ne veux pas travailler chez McDo. Alors ensuite, quand on pose la question de comment, il faut vraiment repérer les besoins en manœuvre pour trouver la bonne solution. En un, analyser ses besoins. J'ai besoin d'un salarié ou d'une équipe de saisonniers, ce n'est pas pareil. J'ai besoin d'une personne pour un jour ou deux. Est-ce que j'ai besoin d'une personne que je vais prendre sur du long cours, par exemple un apprenti? Et vérifier si économiquement c'est possible. Tout à l'heure, je parlais d'argent. Vous voyez que le SMIC a augmenté. L'inflation explose aussi. Les gens se posent aussi des questions sur le déplacement. C'est-à-dire que je ne veux pas me déplacer trop loin parce que les essence coûtent cher. Ensuite, on identifie la nature du problème. Est-ce que c'est une surcharge quotidienne? Est-ce que je fais plus de 10 heures par jour? Est-ce que moi aussi j'ai besoin de périodes pour me ressourcer? Est-ce que j'ai besoin de mercredi? J'ai des exploitants qui viennent me voir en me disant voilà, moi j'ai besoin de mon mercredi, j'ai besoin de quelqu'un qui me donne un coup de main juste ce jour-là. De week-end, de vacances.
parce que les agriculteurs aussi ont besoin de se reposer. Et les différentes solutions, il faut les connaître à côté de chez soi, sur son secteur géographique. Est-ce que je peux embaucher seul? On peut aussi passer par un groupement d'employeurs. Il y en a certains qui pourraient être intéressés, créer un groupement d'employeurs à 2 ou à 3. Tout à l'heure, je parlais de solutions. Ça peut être aussi de la mécanisation ou d'externaliser certaines activités. Tout le monde n'est pas prêt à recruter, tout le monde n'est pas prêt à devenir employeur. Une fois qu'on a choisi la solution du recrutement, eh bien on y va, on se lance, on recrute. Alors, c'est vraiment une démarche, le recrutement. Je vous ai mis une petite fiche de paye à côté parce que dans la démarche, on devient employeur et on va devoir aussi faire des fiches de paye. Alors, on prend la décision d'embaucher et on se demande vraiment si on est prêt mentalement. J'ai déjà accueilli des stagiaires, ça s'est bien passé. J'ai accueilli des stagiaires, ça s'est pas trop bien passé. Mais est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que c'est la faute des stagiaires? J'ai déjà eu des apprentis pas bien, mais je suis prêt à repartir. Donc, mentalement, il faut être prêt à être employeur. C'est acheter un matériel, acheter un tracteur, c'est pas la même chose que de devenir employeur. Ça veut dire qu'on va travailler avec de l'humain, avec des gens qui ont aussi des problématiques à côté quand ils sortent de l'exploitation, comme vous. Techniquement, il faut être aussi un petit peu au courant de la législation. Les horaires maximales, par exemple, maxi sur une journée, en législation, c'est 10 heures. On peut travailler jusqu'à 10 heures par jour. Est-ce qu'une personne peut travailler le week-end? Oui, elle peut travailler le samedi, le dimanche, mais il faut qu'elle ait au moins une journée de repos dans la semaine. Vous pouvez lui faire un marché le samedi sans problème. Il faut être au clair sur le paiement des salaires. La fiche de paie, elle peut arriver avec un petit peu de retard. Par contre, le salaire, il faut le payer avant le 5 ou le payer avant la fin du mois ou au début du mois quand même. Il faut être clair là-dessus. Des retards de paiement, ce n'est pas possible. Il faut faire un petit tour de son exploitation et conditions d'accueil. Alors souvent, j'ai des exploitants, notamment des maraîchers, qui me disent, bah voilà, les toilettes. Je dis oui, il faut des toilettes. Ça peut être une question peut-être anodine, mais qui ne l'est pas. Des toilettes et puis aussi des équipements de protection individuelle. Faut que je lui donne peut-être des équipements, des gants, le sécateur, est-ce qu'il est en état, la cueillette, est-ce que j'ai prévu les éléments qu'il faut. Voilà. Être en règle aussi sur le document unique d'évaluation des risques professionnels. On peut recruter, ne pas l'avoir et se réfléchir à la mise en place de ce document. C'est réfléchir atelier par atelier. Sur son atelier, par exemple, transfo, si on fait de la transfo, est-ce que j'ai fait le tour de l'atelier? Est-ce que je suis bien aux normes au niveau sécurité? Sur mon tracteur, est-ce que la protection cardan y est bien? Voilà, c'est ça le DERP. Et c'est aussi vérifier que derrière les risques, je les connais, et s'il y a des risques majeurs, il faut que j'y réfléchisse avec le salarié seul et que j'essaye de l'annuler, ce risque. Sur le salaire, il faut être aussi au courant de la convention collective. La convention collective de travail, actuellement, elle est nationale depuis peu de temps. Voilà. Auparavant, il y avait des conventions collectives maraîchage, par exemple, ou polyculture élevage qui étaient départementales, ou maraîchage qui était sur, par exemple, 2 départements. Elle continue à courir pour certains éléments, mais en tout cas, il y a une convention collective nationale de travail en production agricole. Il faut être au courant aussi qu'il y a une obligation de mettre en place une mutuelle, partout, aussi bien pour le boulanger que pour l'agriculteur. Et puis, à savoir qu'il faut faire la fiche de paie. Se renseigner sur les règles, le salaire, l'augmentation du SMIC, et puis pourquoi pas se poser la question du TESA. Alors Nadine, est-ce qu'il y a déjà des questions? Écoute, pour l'instant, je ne vois pas de questions. Maintenant, on n'est pas très nombreux. S'il y en a qui ont besoin de prendre la parole oralement plutôt que d'écrire leurs questions, si c'est plus facile, écoutez, n'hésitez pas là. Non, pas de questions particulières? Ok, écoute. On va poursuivre. Alors, on a pris la décision de recruter et on se dit, maintenant, il va falloir que je recherche un salarié.
La première des choses, c'est d'anticiper l'embauche. Ce n'est pas au dernier moment que l'on recrute. En ce moment, là, je vous donne les statistiques à ANEFA, Association nationale emploi formation agricole. Là, vous voyez les éléments sur le slide. C'est 2 à 3 mois. Pour retrouver un porcher, ça peut être 4 mois. Pour trouver un agent fromager, là, comme je viens de mettre l'offre, ça peut être aussi 2 ou 3 mois. Donc, on peut être dans un secteur qui est attractif ou un secteur qui ne l'est pas, et en fonction des compétences que l'on cherche. Donc, il faut formuler son offre. Alors, je vous ai mis une petite offre là, une offre que j'ai capturée ce matin là, sur le site de l'ANEFA, l'offre d'emploi d'un agent fromager. Première des choses, il faut être clair aussi sur l'intitulé du poste. Si je veux un agent fromager, il faut le noter. Si je veux un ouvrier saisonnier pour de la cueillette, il faut l'indiquer. Celui qui cherche en face, il est peut-être qualifié ou pas qualifié, mais il veut comprendre à quoi il doit s'attendre. Derrière, il faut faire un descriptif du poste à peu près correct. Excusez-moi. Là, par exemple, cet agent fromager, il va être à la fabrication, sur le labo, il va faire la gestion des stocks, etc. On peut aussi parler du salaire. Je crois que c'est quelque chose qui parfois est un petit peu tabou, mais mettre le salaire, je vois sur certains départements, on a une prime le 13e mois, la prime annuelle, pour plus de 9 mois de présence, on peut l'indiquer aussi. Si on est au-dessus du SMIC, on peut aussi le mettre. S'il y a des avantages, on peut aussi les donner. Vous voyez, il peut y avoir des avantages, par exemple, sur l'hébergement, sur les repas, sur des saisonniers. Est-ce qu'il y a un camping pas loin? Est-ce qu'il y a une cuisine à disposition? Où se trouve l'exploitation? Est-ce qu'il y a des bus qui viennent dans le coin qui amènent sur l'exploitation? Ou est-ce que l'exploitation, eh bien, il faut venir en voiture? Est-ce que je veux... Oui. Alors, Simone, juste une question justement par rapport aux saisonniers et que sur la côte, c'est un vrai sujet et un frein à l'embauche. C'est une remarque voilà, d'un producteur. Tout à fait. D'autant plus que nous sommes actuellement sur une situation de tension sur le marché de l'emploi. Il y a plein d'autres secteurs qui recherchent des saisonniers. Alors, juste une petite remarque d'actualité. Il y a une réforme là de l'assurance chômage, et ce qui veut dire que les saisonniers aujourd'hui, pour pouvoir acquérir des droits au chômage, il faudra que dans les 24 derniers mois, ils aient au moins des contrats de 6 mois. Donc, lorsque vous avez un contrat, par exemple, de 15 jours ou 3 semaines, ou 1 mois ou 2 mois, il va falloir qu'ils accumulent des contrats de saison. Si vous êtes à la limite sur un contrat saisonnier de 5 mois et demi, passez à 6 mois. Enfin, c'est une petite remarque, hein, parce que ça leur permet d'accéder au chômage, voilà, de requérir des droits. Mais c'est vrai aussi, il y a le recrutement, puis après, il y a l'hébergement. Je sais qu'il y a des initiatives qui ont été prises. Alors, il me semble sur la région d'Auray ou région vantaise, j'ai cet exemple un peu en tête, d'ouvrir des établissements scolaires ou des établissements qui sont fermés donc pendant les vacances et de les ouvrir voilà, pour faciliter l'hébergement des saisonniers. Donc, peut-être des fois de se rapprocher aussi de son territoire et ou de la communauté de communes ou peut-être même des fois d'office de tourisme, ils peuvent être au courant voilà, d'un certain nombre de mesures qui ont été prises. Ça, c'est par rapport à l'hébergement, hein. On est encore, mais c'est vrai que l'hébergement peut faciliter, si on facilite l'hébergement, on facilite peut-être aussi le recrutement. Tout à fait. Alors, l'Office du tourisme, c'est une bonne chose. Les campings à proximité, il faut le noter, hein. Si vous avez des campings à proximité, ça peut être important. Et je vois les gens qui font les vendanges, les châteaux, ils le mettent. Ils le mettent et nous, on ne prend pas suffisamment l'habitude de le faire, mais ils mettent le logement, hein. Alors là, rien que sur Auray, dont tu parlais tout à l'heure, c'est la mission locale aussi, hein, qui aujourd'hui repère aussi les logements. Il y a des partenariats entre des saisonniers qui sont à la montagne et des saisonniers qui viennent sur la côte.
Donc, la mission locale de fait ça. Quand je dis anticiper, ça peut être aussi, donc là, 2 à 3 mois avant, formuler son offre, c'est extrêmement important de savoir si vous acceptez des mineurs ou pas des mineurs et de bien définir l'offre d'emploi. Il y a des gens qui vont mettre par exemple sur leur page Facebook, je recherche des saisonniers, c'est très bien. Ils peuvent avoir énormément de clics. C'était le cas d'une exploitante qui m'avait parlé de ça. Elle avait mis juste cette info, mais ce n'était pas suffisamment précis. Elle aurait dû préciser, même si ce n'est pas un descriptif complet, qu'est-ce qu'elle souhaite, qu'est-ce qu'ils vont faire, quels sont les horaires, est-ce qu'il y a le repas, des choses comme ça. Voilà, c'est pas mal. Il y en a aussi des saisonniers qui viennent avec leur van, hein, et puis qui couchent, qui cherchent aussi des campings ou des lieux de logement. Vous avez peut-être aussi des mobil-homes ou un gîte à côté de chez vous. Ça, Voilà, il y avait cette question-là. Est-ce que quelqu'un voilà, pouvait mettre un mobil-home sur son site? Je pense que de manière saisonnière, il y a toujours possibilité de mettre un mobil-home. Il ne faut pas que ça dépasse 6 mois dans l'année, puisque c'est une réglementation au niveau des plans locaux d'urbanisme. Mais en déclarant à la mairie, je pense qu'il y a des autorisations qui peuvent être données voilà, pour des mobil-homes. Alors, il y a quelqu'un qui veut prendre la parole. Gwendal, tu voulais prendre la parole? C'était un peu pour apporter un témoignage sur ce problème sur le bord de côte, parce que c'est moi qui ai introduit le sujet. Moi, je tourne avec, en plus de mon poste, un saisonnier et puis un demi-saisonnier sur les marchés. Un saisonnier en production avec moi sur les abeilles, l'élevage et la production de miel, et un poste saisonnier sur les marchés. Cette année, j'ai personne, donc je bosse tout seul pour 2 postes et demi. Pourquoi? Parce que l'accès au logement des saisonniers, moi sur ma communauté de communes, hein, je suis sur Pleuvoir-Carnoët, donc littoral de Quimperlé, communauté de communes de Quimperlé, il n'y a aucune solution de fait pour les logements saisonniers. De plus, comme je suis sur une commune littorale, la loi littorale s'applique et j'ai demandé à ce que je puisse mettre une caravane ou un mobil-home à côté de la miellerie, hein, parce que j'ai 2,5 hectares de terrain et on me l'a refusé. Alors, il faudrait que je passe en CDNPS, quoi. Il faudrait créer un dossier et passer en CDNPS à ce sujet-là, quoi. Donc, c'est pour ça que je disais que c'était un problème dans les deux sens, parce que je voudrais embaucher et puis et si on ne propose pas un logement sur l'exploitation, on ne peut pas embaucher. Et la personne qui était venue me voir pour le contrat de 6 mois là, en tant qu'apicultrice, elle avait un logement ailleurs, elle ne pouvait pas payer double loyer pour venir bosser. Et finalement, elle a refusé le poste à cause de ça. Hmm. Alors, je pense que là, il y a peut-être des questions au niveau effectivement des règles d'urbanisme, Gwendal. Peut-être, je propose, je ne sais pas si tu as eu des contacts, reprendre des contacts avec les services ou le service urbanisme peut-être de ton département au niveau de la Chambre d'agriculture, peut-être pour t'aider ou pour faire état peut-être de cette situation. Peut-être qu'il y a peut-être des choses qui peuvent être négociées ou apportées ponctuellement. Mais bon, je note ta remarque. Il peut se rapprocher aussi de la mission locale, hein, qui regarde et les foyers des jeunes travailleurs. Enfin, après, de toute façon, le problème est vraiment criant. Et là, si je vous ai mis sur le slide là, ce qui se passe, quand on veut diffuser son offre, on se rend compte que partout en Bretagne, il y a des tensions sur le marché du travail. Et que je vous ai mis des petits. Voilà, la fibre optique cherche, l'hôtellerie-restauration cherche, les aides à domicile cherchent, l'agro cherche, voilà, le bâtiment, le transport. Donc, toutes les saisons sont complexes. Et les employeurs qui n'ont pas de logement, là, c'est un sacré problème. Sacré problème. Voilà. Alors, en tout cas, si vous voulez déposer votre offre, l'ANEFA existe. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de l'ANEFA là dans l'assistance. Avec le site L'Agriculture recrute, Pôle emploi, on peut aussi diffuser sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas la diffusion hein, qui va faire, ça va être des fois des problèmes périphériques, hein. C'est-à-dire vraiment l'implantation de son exploitation. Bon, alors, quand on essaie de recruter, en tout cas, lorsqu'on a des candidats, on essaie de recevoir les appels des candidats
Sur les appels des candidats, il ne faut pas se louper. Tout à l'heure, l'exploitant qui parlait avec le miel, vraiment, on sait qu'on peut avoir un seul candidat, donc un seul appel. Donc cet appel, faut le prendre et puis fixer des rendez-vous. Écoutez, quel jour, à quelle heure, qui sera présent, qui recrute, si vous êtes deux à recruter, voilà, qui sera là. En tout cas, pas entre deux portes, quoi. Essayer de le faire dans de bonnes conditions. Sur les entretiens d'embauche, ça se prépare aussi. Ça se prépare parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas 36 candidats qui arrivent. Donc, faut pas se louper. On a une démarche, vous avez des démarches marketing, vous faites du business. Et aujourd'hui, recruter, c'est aussi avoir une démarche marketing. On parle de marque employeur. On parle de marketing, voilà, de business. On parle même pas de CV pour les salariés, c'est de CV en ce moment employeur. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui font des petites vidéos pour présenter leur exploitation, qui font des CV inversés, c'est-à-dire ils présentent leur exploitation. Vous avez des sites, donc ça peut être assez porteur. Mettez votre offre d'emploi partout où vous pouvez. Il ne faut pas hésiter à aussi peut-être faire des vidéos ou en parler autour de vous ou vendre votre exploitation. Alors, sélectionnez si vous avez plusieurs candidats. Ça c'est pas mal. Et puis recruter, voilà, faire les formalités, accueillir, et on va y revenir sur les formalités. Alors, des petites remarques sur aujourd'hui ce marché de l'emploi là qui est compliqué. Les jeunes ou les moins jeunes cherchent des missions qui leur permettent de s'épanouir personnellement. Auparavant, les gens cherchaient du travail. Aujourd'hui, ils veulent donner un sens au travail qu'ils ont. C'est « je veux travailler chez tel exploitant, pas chez le voisin. Je veux nourrir les autres avec des produits bons et sains. » Voilà ce qu'ils veulent, les gens. Aussi, faites très attention lorsque vous recrutez des jeunes ou lorsque vous prenez des stagiaires, parce que ce sont les ambassadeurs, c'est eux qui vont vous ramener peut-être des salariés dans le futur. Ils vont en parler. Ils ont été ambassadeurs dans le sens où ils vont dire « j'ai fait un stage chez Martin, c'était super sympa, l'ambiance était bonne, vas-y ». Et c'est comme ça qu'on a des fois des salariés. C'est-à-dire qu'il ne faut pas négliger les jeunes qui passent chez vous, en apprentissage ou en stage. Et puis, il y a une inversion totale du rapport de force en ce moment entre recruteurs et recrutés. L'agriculteur, il doit tenter de mieux comprendre le candidat qui est face à lui et adapter ses pratiques de recrutement. Pourquoi ? Parce qu'un salarié, il a des choix, plusieurs choix. Un saisonnier aujourd'hui, il a des choix sur plusieurs saisons. Donc, il va aller, pas toujours au plus offrant, mais à celui qui lui correspond le mieux. Bon, et ce n'est pas que des CDI. Hein. En ce moment, on se rend compte que les jeunes, voire les moins jeunes, ils ne veulent plus de CDI, ils veulent des CDD. Moi, j'ai plein d'agriculteurs qui me disent « oui, on propose un CDI ». Je dis « tout le monde n'est pas prêt à prendre un CDI ». Ils peuvent considérer que le CDI, c'est être pieds et poings liés et que ça peut être une perte de liberté. Ce qui est complètement incroyable. Il y a quelques années, je n'aurais jamais dit ça. Et là, aujourd'hui, les gens, j'en parlais hier avec une personne qui travaille dans un monde complètement extérieur, c'est Groupama. Groupama, il me disait que, bon, bonne boîte, aujourd'hui, les jeunes, ils prennent des CDD et ensuite, à la fin du CDD, ils partent en Australie. Voilà, vivre une autre vie. Donc, très étonnant. Et par contre, vous pouvez prendre quelqu'un pour un CDD et si ça se passe bien, eh bien la personne, elle aura envie de rester chez vous pour un CDI. Donc, tout le monde n'est pas dans la même optique. Alors, ce qui fait qu'on recrute plus ou moins bien, c'est l'implantation géographique, le bassin d'emploi. Ça, c'est, par exemple, le bassin de Pontivy, l'Oudéac, actuellement, c'est un taux de chômage à 5%. Le foncier, les locations, des compétences aussi avec des profils très techniques ou spécifiques, des formations qui n'existent pas, des manques d'attractivité. Alors moi, je dirais, pour trouver, il faut accepter aujourd'hui des profils atypiques. Il ne faut pas avoir peur de se tromper.
il ne faut pas être dans la recherche de clonage. Clonage, c'est un agriculteur qui me dit oui, je ne comprends pas, au bout de 2 ans, ils partent tous. Ils prenaient tout le temps le même profil des jeunes qui s'installaient, tout le temps. Donc, obligatoirement, ils savaient qu'ils allaient s'installer. Donc, ça, c'était immanquable. Et puis, le clonage, c'est on veut quelqu'un qui était comme celui qui est parti, ou on veut quelqu'un comme soi. Des fois, on peut avoir des profils complètement différents. Et puis aussi, celui que l'on recrute, il peut ne pas correspondre à votre voisin et vous correspondre. Moi, j'ai vu des exploitants qui étaient un petit peu bourrus, voilà, qui ne parlaient pas beaucoup. Ils avaient trouvé un salarié qui leur correspondait. Ou c'était des gens qui avaient un profil commercial, ils avaient besoin de quelqu'un qui parlait. Donc, les profils atypiques, aujourd'hui, on a des gens aussi qui arrivent de l'étranger. Il ne faut pas négliger ces profils. Il y a un témoignage, mon Gwendal confirme qu'effectivement, il a fait 2 CDI et qui ont été refusés. Par les salariés. Ouais. Il y a une apicultrice qui est venue bosser il y a 2 ans et j'avais proposé un CDI. Elle m'avait dit la même chose que Mme Mascaradi. Elle voulait sa liberté, elle voulait continuer à bosser dans d'autres exploitations, à faire son tour de France, voire un tour du monde. Donc, ça avait été refusé. Et puis, il y a 2 ans, pareil, j'ai eu un stagiaire qui était en CS apiculture à qui j'ai proposé un CDI et qui a refusé. Et donc, c'est toujours embêtant parce que la main-d'œuvre saisonnière, c'est bien. Mais pour moi, à chaque fois, il faut la former. Donc, en début de saison, on passe du temps et il devient performant dans son job mi-saison ou fin de saison. Ça se termine et puis ils partent et puis il faut en trouver d'autres, quoi. Alors que j'aurais besoin de visibilité, je suis plutôt sur un axe de développement d'exploitation et je ne peux pas développer parce que je n'ai pas les personnes qu'il faut. Et même cette année, vu que j'ai personne, je suis obligé de freiner et puis de réduire la voilure, quoi. C'est quand même dommage, quoi. Alors, nous, ça fait des années qu'on a des problèmes en agriculture là-dessus. Il y a des fois, on ne peut pas récolter parce qu'il n'y a pas le personnel, ce qui était. Et moi, quand j'en parlais dans les autres secteurs, ils n'imaginaient pas. Et aujourd'hui, ils sont tous dans la même situation. Donc, ce qui veut dire qu'on est en concurrence, il faut être encore meilleur que les autres. Donc, vraiment, sur le profil de poste, il faut être très, très clair. Moi, Gwendal, je comprends tout à fait. Donc, il ne faut pas hésiter à aller chercher des profils atypiques. Mais on va être de plus en plus face à ça, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas dans le même registre que nous. C'est-à-dire accepter qu'ils ne prennent pas un CDI. C'est fou, mais on va être obligé de prendre en compte tout ça et d'avoir une démarche commerciale, de business, de vente de son entreprise. Ça parle la marque employeur. Et toutes les boîtes réfléchissent à ça aujourd'hui. C'est vrai, Simone, que j'ai eu le témoignage, tu vois, d'un producteur en arboriculture qui me disait qu'il voyait, alors surtout là au moment où il y a eu le Covid, là, il y avait l'État qui avait encouragé les gens à venir travailler dans les campagnes. Voilà. Et du coup, il y avait eu une vague de gens, comme tu dis, un peu atypiques. Nous, on les appellerait un peu les bobos de l'agriculture. Sauf que lui, il me disait que c'était parfois très intéressant parce qu'il y avait des gens qui lui apportaient aussi une certaine ouverture et un autre regard et qui trouvaient intéressant les compléments de compétences et de connaissances. Et voilà, c'était un témoignage. Et j'ai quelqu'un qui me pose Nadine, pardon. On voit ta question, oui. Vas-y, Florence, pose la directe. Je me permets parce que c'est en lien avec ce que tu dis. Moi, j'ai quelques retours dans les Côtes d'Armor de producteurs, effectivement, qui ont des gens du voisinage qui veulent venir bénévolement donner un coup de main. Bon, c'est rare, mais ça se trouve. Et qui me posent la question, c'est plutôt moi qui leur pose. Dans quel cadre légal ça peut être donc, Simone, est-ce que tu peux nous donner des éléments, s'il te plaît? Alors, je vais prendre le cas, là, je reviendrai après sur le recrutement, sur d'autres cas, c'est-à-dire les cas, tu me parles de bénévolat, c'est bien ça? Oui, au départ, c'est ça l'idée. Ouais. Alors, mais il y a quand même des bénévoles qui vont jusqu'à travailler dans le labo Transfo, par exemple.
Donc, ça pose un peu question, je trouve. Enfin, un Ouais, peu beaucoup. Pour moi, il y a des soi-disant stagiaires et tout ça, mais on va peut-être te laisser voilà, évoquer peut-être les différents cas, Simone. les différents cas, c'est… Là, je vous ai parlé de recrutement. Donc, il y a d'autres cas, c'est recevoir un stagiaire. Ce n'est pas une embauche. Il faut bien une convention parce que dans le monde du maraîchage, parfois on parle du woofing. Attention, c'est même pas un stagiaire. Hein. Moi, j'en parle pas dans les cas. C'est-à-dire ici, si on prend un stagiaire, c'est pas une embauche. Il faut bien une convention. Voilà, on peut lui donner une gratification, mais c'est quelle école, quelle convention et une convention de stage. Là, vous parliez de bénévoles, là. Oui. Oui, Ça. oui. Bénévole, alors, c'est une situation qui est apparue au plein jour au moment du Covid. Moi, au moment du Covid, j'ai eu énormément d'appels de gens qui me disaient « Oui, mais comment on fait sur l'attestation de déplacement? Qu'est-ce que je coche? Parce que j'ai quelqu'un qui vient travailler chez moi. » C'était le voisin, c'était le copain, c'était le cousin, c'était voilà, qui venait chez eux. Je dis « Mais il n'est pas salarié, il ne coche pas. Vous n'êtes pas une association. » C'est le bénévolat, pour moi, le bénévolat, il faut être dans une structure. Vous, le bénévolat, il n'y en a pas. Et là, ça sortait du bois, en fait, que sur certaines exploitations, il y avait des tas de gens qui venaient filer un coup de main. Voilà, sans règle. Donc, je ne pouvais pas y répondre. Pour moi, on est soit stagiaire, soit salarié, soit stagiaire. Ou alors, si c'est, j'ai envie de dire, sous des formes gratuites, c'est du cas de l'entraide entre agriculteurs et ça rentre dans des définitions voilà, bien spécifiques. exactement. Donc, on peut prendre un retraité, mais c'est bien un cumul d'emploi-retraite. On peut prendre un apprenti, c'est bien un contrat de travail. On peut faire de l'entraide entre voisins, c'est bien de l'entraide et de l'entraide équivalente. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui va travailler pendant 6 mois et l'autre pendant 3 jours. Et ce n'est pas une embauche, et c'est avec un statut particulier. Et ça, c'est couvert. Le reste… Et le woofing pour des voisins qui viendraient régulièrement donner un coup de main, très ponctuellement. Est-ce que ça serait… Alors, un voisin qui vient donner un coup de main, c'est de l'entraide. Il faut qu'il soit agriculteur. Ah là, ce n'est pas des agriculteurs, là, pour le coup. Si ce ne sont pas des agriculteurs, Oui. alors le woofing, pour préparer, là, j'ai regardé, il y a un site sur le woofing. J'ai même vu qu'il y avait 2300 hôtes. Ils appellent ça hôtes sur le site. D'accord? Ce sont des hôtes. C'est très intelligent la façon dont ils le mettent, puisqu'on est borderline sur la législation, ce n'est pas un contrat de travail. Donc, ce sont des hôtes que l'on reçoit chez soi, qui viennent manger, se restaurer, et puis regarder le travail, mais ce n'est pas un travail. Donc, voilà, ils sont en train de surfer sur… Il n'y a pas de lien de subordination parce que dès qu'il y a… Non, il n'y a pas d'hiérarchie, il n'y a pas de… et le woofing, c'est clairement, c'est-à-dire que sans woofer, on pourrait faire le même travail. On n'a pas besoin des woofers pour que l'exploitation vive. Et ça, c'est des fois pas simple, ça comprendre. Surtout que des woofings, on a vu sur le site, là, j'ai regardé, je suis en train de regarder, c'est bien 2300 hôtes. Donc, c'est énorme et il y en a beaucoup aussi en Bretagne. Voilà. Donc, les autres cas, moi, je parle de recrutement, pas de woofing. Oui, parce que quelque part, un accident arrive, tout va bien. Quand tout va bien, c'est sur l'assurance de la personne. Hein, sur l'assurance de la personne. Pour moi, là, il faut une convention de stage, il faut un stage bénévole, c'est dans des associations, c'est réglementé, tout ça, c'est réglementé. C'est vrai qu'à un moment, il peut y avoir un contrôle. Un contrôle, pourquoi? Parce que les contrôles inspection du travail, contrôle MSA, des pertes de cotisation, si c'est vraiment considéré comme un travail. J'ai connu un contrôle d'inspection du travail en plein marché de producteurs et l'agriculteur, il avait son fils et les petits cousins qui étaient en train de donner un coup de main, voilà, qui étaient sur le stand et qui vendaient avec l'agriculteur et il s'est fait épingler.
Voilà, voilà. Alors, le woofing, ça existe. Le woofing, il y a même 2300 hôtes, voilà, qui viennent chez vous. Mais ce n'est pas dans les situations que moi j'aborde. Alors, une fois qu'on a… Excuse-moi, juste, tu Oui, dis bénévole, ok, mais dans le cadre d'une association, est-ce que tu peux en dire plus, préciser un petit peu? alors, une association, un groupement d'employeurs, elle est une association d'ailleurs, hein, je descends pas en loi 1901, mais là, c'est de la mise à disposition de salariés. Une association, un club de foot est une association, il y a des dirigeants qui sont bénévoles. Un club de sport est une association de loisirs. Ce Voilà. serait l'objet peut-être de l'association qui serait à définir pour que ce soit pas qu'une association peut-être liée à un objectif d'emploi uniquement. Alors, Ce serait ça qui pourrait… une association a des bénévoles et a des salariés. Et ces bénévoles, c'est cadré. Et ils peuvent effectivement faire du travail, mais c'est du travail qui va être, comme on dit, bénévole. Mais c'est bien une structure, association, loi 1901, avec des statuts, des buts, un objectif, des dirigeants, voilà, une assemblée générale, des comptes. Attention, bien d'accord, avec des comptes à part, avec pas de… Une association ne fait pas de bénéfices, elle réinvestit à chaque fois. Voilà. Pour moi, une exploitation maraîchère n'est pas une association. Non, mais ça veut dire qu'une association, pardon, un maraîcher pourrait, s'il avait plusieurs voisins de son entourage, prévenir l'aider, donc quand même bénévolement, créer une association, que les bénévoles créent une association et viennent dans ce cadre-là de l'humain. C'est la question d'ailleurs un peu qui se Je joint vais… des bénévoles du NAMAP, Simone, peut-être. Oui, oui, mais c'est pas pareil. Là, c'est vraiment là, c'est une association avec des statuts, donc ça va bien être défini, mais il n'y a pas de bénéfice. Il n'y a pas de bénéfice. Je pense que tout le monde voit bien la différence entre une association et une entreprise. On a des chefs d'entreprise là derrière les écrans, ils savent faire la différence. Et ils savent quand à un moment, ça déborde, ça ne va pas dans le bon sens. Donc, C'est… une AMAP, pas de problème. Ils le savent. Donc, voilà, on sait très bien ce que c'est que le recrutement et on sait très bien ce que c'est qu'un travail salarié avec un registre d'horaire, des heures à dépasser, etc. Et ce que c'est qu'un bénévole. Un président d'association est un bénévole. Un membre d'association est un bénévole. Un adhérent. Un adhérent est un bénévole. Et moi, par exemple, les associations avec lesquelles je vais travailler, c'est des groupements d'employeurs qui sont des associations de mise à disposition et avec une facturation à l'exploitation pour le temps de travail. Il y a une facturation derrière. Parce que vous voyez, là, quand je mets les formalités, ce n'est pas des formalités pour un bénévole. On le déclare, on le signale au service de santé, on lui remet le contrat, on l'indique sur le registre unique du personnel et on affiche voilà, les éléments dans l'entreprise. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur ce bénévolat? Parce que le bénévolat, pour moi, c'est pas une personne qui va travailler tous les jours sur l'exploitation. Puis attention s'il y a un accident. Tout à l'heure, je parlais de document unique d'évaluation des risques. Il y a un DUR, il est fait pour le salarié. Et puis un stagiaire, il y a une convention de stage. Donc vous voyez, la réglementation, elle est assez claire là sur… il est indiqué sur le registre unique du personnel. Alors, le registre unique du personnel, c'est un registre où on met le nom, le prénom, la date de naissance, ça peut être informatique. Dans le TESA, c'est fait automatiquement avec le titre emploi simplifié agricole. L'outil MSA pour ça est très, très bien fait. Et les registres du personnel, ils servent à quoi? Par exemple, si on a 10 saisonniers, on va mettre l'heure à laquelle les saisonniers arrivent. Et puis, des fois, on peut avoir 10 saisonniers qui ont le même nom, c'est la même famille, ou des saisonniers
par exemple, d'origine, qui ont des noms à consonance peut-être étrangères, même s'ils sont nés en France. Donc, on va bien mettre les prénoms. Comme ça, s'il y a un contrôle, on sait qui est dans le champ. Est-ce que c'est obligatoire, la question sur une exploitation? Oui, oui. Tout ce que je mets là, déclarer le contrat de travail, le registre unique du personnel, les affichages, la mutuelle, à moins que la personne ait une mutuelle, c'est un petit contrat, mais autrement une mutuelle, et le document unique d'évaluation des risques, tout ça, c'est obligatoire. Il n'est pas très compliqué, le registre unique. Il suffit d'avoir Non, le nom, on peut le mettre sur un cahier, on peut le mettre sur informatique. Et le TESA, il le fait tout seul. C'est-à-dire que comme on va rentrer quelques informations sur le titre emploi simplifié agricole là, de déclaration, ça va se mettre en place tout seul. Parce que quand on déclare, on va déjà demander le nom, le prénom, le domicile, la date de naissance. On va demander le numéro Sécu ou MSA. Des fois, si c'est un jeune, d'ailleurs, il peut se faire déclarer ça va être sa première immatriculation. Voilà, on va rentrer le jour du contrat, l'heure du contrat, parce qu'on peut avoir un accident dans le quart d'heure qui suit. Hein. Donc, et tout ça, ça sert pour le registre unique du personnel. Alors, le registre unique, c'est juste la date de début, la date de fin. Moi, j'ai vu des exploitants qui ont un seul salarié pendant 20 ans. Sur le registre, il y a un seul nom. Et ça va surtout servir pour ceux qui ont des saisonniers, pour savoir s'il y a un contrôle, on va leur demander. Puis l'affichage. Alors cet affichage, vous voyez, c'est harcèlement sexuel, lutte contre les discriminations, harcèlement moral. Cette affiche-là, vous pouvez la trouver n'importe où, donc même sur dans des papeteries, hein, donc même sur Internet. Voilà. C'est où est la convention collective, où est le numéro, par exemple les services de santé, où est-ce qu'il y a un médecin de travail à proximité, des choses comme ça, c'est des choses simples. Les horaires aussi de l'exploitation, parce qu'on peut avoir un registre d'horaires aussi à mettre en place. Alors, le registre d'horaire, moi, je vois sur des fois des calendriers, hein, c'est simplement le salarié, il met, j'ai fait 8 heures, 8 heures, 8 heures, 8 heures, 8 heures, c'est affiché sur la porte, hein, c'est facile, le registre d'horaire. Donc, si elle TESA, pas besoin de registre unique. Il y avait quelqu'un qui voulait vraiment une confirmation. Tout à fait. La DPAE fait office. Alors, je reviens sur le TESA, vite fait, là. Ce TESA+, donc il y a deux types de TESA. Bon, le TESA, c'est le titre emploi agricole simplifié. Avant, c'était uniquement pour les gens qui faisaient pas 3 mois. Maintenant, c'est même pour les CDI. Alors, ça a été mis en place quand même pour contrer le travail au noir. Hein. Des fois, on pouvait prendre quelqu'un pour 2 heures, on disait, ah là là, c'est embêtant de faire les papiers. Maintenant, avec le TESA, c'est très facile. C'est le TESA simplifié ou le TESA+. Et je vous mets là les formalités. Donc, ça fait la déclaration préalable à l'embauche, ça fait le contrat de travail, ça fait le bulletin de salaire, ça fait le certificat de travail même, le registre unique du personnel, l'attestation Pôle emploi. Voilà. Tout ça, c'est fait en ligne. Donc, c'est vachement bien le TESA. Pour ça. Donc, je le conseille pour ceux qui n'auraient pas de centre de comptabilité, qui seraient embêtés pour faire leur fiche de paye. Au moins, c'est fait dans les règles. Voilà, ce n'est pas un contrat, c'est une formalité de déclaration administrative, une simplification. Alors, je vais simplement revenir là, parce que je vois que le temps passe, sur CDI, CDD et sur le CDD. Pourquoi? Parce que dans le TESA, on doit cocher certaines cases quand on prend quelqu'un en CDD. Et ça a une incidence. Les gens, des fois, ils ne s'en rendent pas compte. Le CDD, parce que dans la législation française, la règle, c'est le CDI, contrat à durée indéterminée. C'est ça la règle. C'est-à-dire que si jamais une personne était chez moi et je n'avais pas fait de papier, c'est un CDI. Voilà. Elle est chez moi, c'est un CDI. Le CDD, il est très réglementé. Il y a 5 situations principales. C'est pour remplacer un salarié absent, pour remplacer le chef d'exploitation, pour faire face à une augmentation temporaire de l'activité de l'exploitation. Je fais des travaux chez moi. Pour faire des travaux saisonniers, alors les saisons, ce n'est pas 12 mois. Hein.
La personne, elle reste 3-4 mois, elle peut rester jusqu'à 8 mois. Ou c'est dans le cadre de la politique de l'emploi. C'est un contrat d'apprentissage, c'est un contrat de pro, c'est un contrat spécifique. Et ça, quand on coche dans le TESA, ça a une incidence et les gens ne s'en rendent pas toujours compte. Si j'ai coché sur travaux saisonniers, ça ne me calcule pas à la fin du TESA la prime de précarité de 10%. Si j'ai mis augmentation temporaire de l'activité, ça me met la prime de précarité des 10%. C'est ce qu'on disait en introduction, de bien savoir Et l'objet. le TESA, c'est qu'un outil. C'est un outil informatique. Ça ne fait pas de législation. Derrière, ça bute. Par exemple, si on met un SMIC, un salaire inférieur au SMIC, ça bute. Ça va alerter. Mais ça peut prendre aussi certaines autres choses. Ça peut prendre, par exemple, voilà, on a mal coché. Après, on se dit, tiens, pourquoi j'ai pas la prime et pourquoi j'ai pas la prime? C'est parce que j'ai mal coché au départ. Ou j'ai mal indiqué ma convention collective. Ou j'ai mal, voilà. C'est qu'un outil informatique. C'est important à savoir, ça. D'où faire très attention. Est-ce que c'est saisonnier ou est-ce que c'est temporaire? Voilà. Donc, important de savoir si c'est un CDI ou un CDD. Important aussi le temps de travail. Juste là, dans les quelques minutes qui nous restent, un temps plein. C'est 35 heures semaine. Dès qu'on déborde, c'est des heures sup. OK ? Mais un temps partiel, ça peut être 33 heures par semaine. C'est un temps partiel, ça. Okay. Ou 20 heures, ou 10 heures. Quand on a mis, par exemple, qu'on prenait quelqu'un à temps plein, 35 heures, et qu'on le fait travailler que 30 heures, on doit le payer à temps plein, même s'il n'a pas fait un temps plein. S'il fait des heures sup, on doit lui payer les heures sup aussi. S'il travaille un dimanche, il est payé à 50%, ou récupéré à 50%. Par exemple, il a travaillé 4 heures, il va récupérer 2 heures de plus. Donc, il récupérera 6 heures s'il a travaillé un dimanche, ou il sera payé 50% de plus. S'il était payé à, je sais pas, 12 euros, il aura 12 euros plus 50%. Je reviens sur le temps plein. C'est 151h67 par mois, ou 1000, j'ai fait une petite erreur là, c'est 1607 heures par an. 1607 heures. En moyenne, c'est 1600 heures, et puis on a eu une journée là que l'on donne à tous, là c'est cette journée, soit le lundi de Pentecôte, soit d'autres jours là, liés à la canicule il y a quelques années. Canicule qui repart d'ailleurs. Donc, c'est 1607 heures. Si quelqu'un travaille, que vous l'avez annualisé, s'il travaille 800 heures, il est à temps partiel. S'il est à temps plein annualisé, il fait 1607 heures, et dès qu'il a dépassé ces 1607 heures, ce sont des heures supplémentaires. Donc, c'était des petites remarques parce que c'est important, le temps plein, temps partiel. Et puis, le TESA au final, le TESA, je vous ai dit, c'est qu'un outil, mais c'est un outil extrêmement intéressant. Tout est en ligne et ça fait plein de déclarations, et notamment les attestations en fin de parcours. Voilà. Alors, il y a une question, Simone, sur les CDD. Oui, alors on y va sur les questions peut-être. Voilà. Dans les motifs CDD, certains sont déductibles d'une partie des charges salariales. Est-ce qu'on peut voir ça? Certains sont sur… Certains sont déductibles d'une partie des charges salariales. Certains motifs CDD, je n'arrive pas trop à comprendre. Alors, tu veux poser ta question ou tu as compris, Simone? Oui, je peux poser la question. Oui, tout à fait, c'est travailleur occasionnel. Oui, voilà, c'est ça, mais je sais plus, parce qu'une fois, j'avais fait l'erreur, justement, et c'est un peu la limite du TESA, mais on vient d'en parler, c'est qu'il ne fait pas de loi, enfin, il ne fait pas la réglementation. Voilà, tout à fait. Donc, alors, on se trouve seul face à des cas comme ça, avec les heures sup, c'est hyper compliqué. Moi, j'ai passé des après-midi entières à essayer de calculer les heures sup, à savoir est-ce que j'étais dans la légalité ou pas. Et finalement, je trouve que la limite, elle est là, c'est que il y a un moment, je trouve qu'il vaut mieux faire ça avec un comptable. Parce qu'au moins, on se préserve de soucis réglementaires, quoi. Et donc, la question, c'était ça, parce que je ne me souviens plus. Il y a un CDD, enfin un motif CDD qui est déductible d'une partie des charges salariales. Alors, je ne sais plus si c'est le saisonnier ou si c'est le surcroît d'activité. Et donc, c'était simplement pour avoir une précision là-dessus.
Alors, il y a dans les exo-charges, il y a aujourd'hui l'exonération bas salaire, ce qu'on appelait auparavant la réduction Fillon. C'est une exonération bas salaire, c'est-à-dire plus on paye le salarié bas, c'est-à-dire près du SMIC, plus cette exonération est importante. Okay. Si par exemple je mettais pour augmentation de travail, augmentation temporaire de l'activité, j'ai un CDD de 2 ou 3 mois, ça va me calculer près du SMIC, ça va me mettre directement l'exonération bas salaire. Okay. Mais là, ce que tu es en train de dire, je vais te tutoyer, c'est que travailleur occasionnel, c'est aussi une autre exonération. Et si je ne mets pas qu'il est travailleur occasionnel, eh bien, je ne l'aurai pas. Elle ne se mettra pas en direct. Tout à fait. Donc, il y a des incidences. Et moi, je conseille, quand à un moment, on a un salarié CDI, quand on a souvent des saisonniers, lorsque ce n'est pas un saisonnier qu'on va prendre une fois pour faire les marchés, d'aller voir son comptable, bien sûr, parce que le TESA, il n'est pas comptable et il ne vous donnera pas tous les trucs. Et il ne vous dirait pas, prenez, vous aurez telle exonération, ou il vous ne mettra pas, bah, tiens, tu as oublié de mettre la prime de fin d'année, ou tu as mal calculé tes heures sup. Pas pareil. Je suis tout à fait OK. Hein. Pour moi, là, à un moment, ça a des limites, hein, le TESA. Hein. Pas de la législation. Hein. Donc ça, c'était vraiment ce que je disais au début, tout au début, c'est de mon PowerPoint. C'était la première question. Voilà. Est-ce que l'on est prêt mentalement et techniquement? C'est-à-dire, est-ce qu'on est prêt à savoir qui va faire la fiche de paye? Qui va pouvoir m'aider? Quel est le salaire? Tout le monde n'est pas employeur. Donc, le TESA, oui, mais avec ses limites. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Nadine? Non, écoute, je n'en vois pas, mais prenez la parole là si vous le souhaitez, là, les uns aux autres ou les autres. S'il y a des questions qui vous viennent. Non, bah écoute, continue peut-être, Simone. Ah, ça y est, Florence. Ah oui, non, mais il y en a. Florence vous dit merci, très intéressant. Bon. Non, c'est parce que après on va déborder sur l'heure. Donc, Donc peut-être, voilà. C'était les questions. Bon, ça fait un tour d'horizon, mais je reviens sur vraiment la première étape. C'est avant de devenir employeur, peut-être qu'il y a des fois d'autres solutions. C'est est-ce qu'on est prêt mentalement, techniquement, et est-ce que c'est pas trop difficile? Tout à l'heure, on a vu, voilà, on n'a pas de logement, on n'a pas de, et on n'arrive pas à recruter. Et certaines fois, c'est vraiment, aujourd'hui, c'est limitant. Le recrutement est limitant. Tout à l'heure, en aparté, il y en avait qui disaient que les pots de miel, on n'en trouvait plus en verre. Voilà. Eh bien, des fois, les salariés qui soient à l'heure, qui reviennent le lendemain, on n'en trouve plus non plus. C'est-à-dire qu'on a des facteurs limitants dans sa production, l'humain, et puis des fois le financier, et aussi des fois, actuellement, là, avec tout ce qui se passe avec l'inflation, les prix qui explosent, les prix des matières premières qui explosent, des pots de verre pour son miel que l'on ne trouve plus. Est-ce que j'ai été claire? Maintenant, quelqu'un qui embauche et qui trouve la perle rare ou qui a l'habitude d'avoir ses saisonniers, eh bien, on le regarde et on essaye d'analyser pourquoi chez lui, ça marche. Si vous avez un voisin ou si vous, ça marche pour vous, demandez-vous qu'est-ce qui fait que chez lui, c'est le top, quoi. Les gens ont envie de rester ou ça marche ou il garde son salarié pendant 10 ans. Tu avais fait je crois, une diapo, peut-être récap, Simone, de tout ce qu'il y avait à retenir. Je crois que j'ai vu dans tes… À la fin, parce qu'il y avait beaucoup, voilà, moi je dirais pas recommencer. Les offres d'emploi, bien repérer les moments clés. Les offres d'emploi qui sont à diffuser, faut vraiment l'avoir bien défini, le poste, avoir tout défini avant le salaire, parce que ça va arriver. Hein. Il y a beaucoup d'exploitants. La semaine dernière, là, j'étais avec des exploitants qui me disaient je vais y penser au moment de l'entretien. Je dis non,
non, non, non, non. Combien vous allez payer, quels sont les horaires, tout ça, il faut y penser avant, hein. Le salarié qui est en face, il faut qu'il soit clair quand est-ce qu'il démarre et avec quel salaire. L'entretien d'embauche, il faut le préparer. L'accueil du premier jour, parce qu'il y a des gens qui ne restent pas le deuxième jour, qui ne reviennent pas. Premier jour, important. La phase de découverte, c'est les 5 premiers jours. On peut avoir un tuteur, quelqu'un qui aide, si c'est un saisonnier, surtout si c'est des petits jeunes, hein, ça peut leur faire peur. Et puis, tout ce qui paraît évident pour vous ne l'est pas pour quelqu'un qui arrive sur votre exploitation. J'en parlais l'autre jour avec un éleveur là, en porc. Il y avait un trou dans le caillebotis, il passait toujours par-dessus. Le salarié qui arrive, vous ne lui avez pas dit qu'il y a un trou là, dans ce caillebotis où il y a un problème, là, il met le pied dedans. Hein. Voilà. Laissez, et puis l'adéquation entre la promesse de l'employeur et puis la réalité. Vous lui avez peut-être promis un CDI, puis en fait, au moment où vous arrivez, c'est un CDD. Vous lui avez peut-être promis qu'il aurait tous ses samedis, et puis en fait, il n'a pas tous ses samedis. Vous lui avez peut-être promis, je ne sais pas, on est merveille, donc il faut que ça soit cohérent. Hein, avec ce que vous promettez. Voilà. Cohérent avec les missions de l'entreprise, les valeurs aussi. Hein. Des gens viennent chercher des valeurs. La convivialité doit jouer hyper important. Aujourd'hui, c'est pas que le salaire, ça peut être un café, ça peut être une pause, ça peut être un sourire, ça peut être un au revoir. J'ai un voisin maraîcher, c'est vrai que tous les vendredis après-midi, enfin en saison de saisonnier, enfin d'emploi de saisonnier, il offre un goûter, puis il partage un temps autour d'un goûter. Donc c'est vrai qu'il a du monde, il fait des listes comme ça, enfin pas que comme ça, mais en partie aussi, j'imagine, par ce temps de convivialité. Alors, cette convivialité qui a manqué pendant le Covid, hein, c'était terrible. Hein. Parce que durant le premier confinement, la France tournait et les maraîchers tournaient, hein, et il n'y avait plus tout ça. Quoi. Donc là, quand on peut le remettre en place, il faut. Hein. C'est de l'or, ça. Hein. Il y a des gens qui auront toujours leurs saisonniers qui reviendront, et c'est pas pour le salaire. Oui, très, très important, d'où il y a peut-être aussi un peu de formation aussi au niveau des personnes qui souhaitent aussi embaucher. J'ai mis dans le chat le lien vers les formations hein, qui sont proposées. Et puisqu'on parlait, j'ai envie de dire, fidéliser fidéliser ses salariés. Les clients, c'est important aussi, mais on voit que les salariés, c'est tout l'enjeu aussi de continuer son outil de production, de le pérenniser. Et il y a des portes ouvertes Innovation la semaine prochaine, et notamment dans le Morbihan. Si vous souhaitez rencontrer un producteur, alors ce sera chez Emmanuel et Cathy Doucelin, ils sont éleveurs de chèvres et transformateurs laitiers sur Pluvigné. Et donc, ils accueillent le vendredi 24 après-midi. Et on sera présent, notamment aussi toi, Simone, hein, la MSA, pour donner des informations et échanger en tout cas avec Emmanuel et Cathy sur comment eux, ils travaillent avec leurs salariés. Ils ont 4 salariés. Et qu'est-ce qu'ils font de leur côté pour organiser le travail sur la ferme et surtout conserver leurs salariés. Voilà, donc c'est le vendredi 24 juin, la semaine prochaine après-midi à Pluvigné. Donc moi j'y serai, je sais qu'il y a le Jocelyn Perriot, le juriste de la FDSEA, Morbihan, qui y sera aussi. S'il y a des questions de législation, moi j'y serai en tant que conseillère ressources humaines. Il y aura aussi des informations, vous trouverez pour l'ANEFA du Morbihan, qui sera là. Voilà, donc on va se retrouver physiquement. Voilà. Mais c'est vrai que tout ça, ça questionne. Et eux, ça marche bien. On va leur demander leur recette. Mais il disait bien qu'au départ, il y avait un frein psychologique à passer au-delà de un salarié sur l'exploitation. C'est vraiment dans leur tête.
Et si vous avez des sites internet, les sites internet, ceux qui cherchent du travail, ils vont regarder tout de suite le site internet, hein. Comme vous pourrez regarder la page Facebook du salarié. Donc, qui va venir. Je leur dis, faites attention aux réseaux sociaux, c'est vraiment hyper important. On véhicule. Et puis l'affichage. C'est ce que tu disais, on véhicule en permanence une image entre les stagiaires que l'on accueille, les contacts qu'on a avec les gens à l'extérieur. C'est tout ça, c'est l'image de marque. Tu parlais de marque employeur, l'image de marque et du produit que l'on vend, mais aussi voilà, des services que l'on va proposer en termes d'emploi. Voilà, ça va être pour faire venir, et après pour garder, il faut des conditions de travail, de la convivialité, et puis après être clair aussi sur les missions. Alors des fois, il y a des salariés qui sont bons pour des évolutions de carrière, hein. C'est pas toujours du négatif quelqu'un qui part. Oui, puis c'est peut-être quelque chose aussi qui a travaillé au sein de l'exploitation. C'est vrai qu'au sein de l'exploitation, il y a couple, il y a associé. Voilà, c'est peut-être mettre tout le monde aussi dans le coup, ou travailler avec l'ensemble pour définir peut-être les postes, les tâches, les rôles, etc. Ouais. Alors, si vous devez faire le document unique d'évaluation des risques aussi, travaillez-le avec les salariés, hein. D'accord. Donc là, je voyais qu'il y avait une question. Si je fais le TESA, pas besoin de registre unique. Il faut un registre. On a répondu à toutes les questions. S'il n'y en a plus, on va peut-être conclure là, vu le temps, on a dépassé, mais tant pis, on répond aux questions. Ah, il y a encore une question. On trouve des modèles pour le DUER. On trouve des modèles auprès de la MSA. C'est une question. Où est-ce qu'on trouve les modèles? Oui. C'est-à-dire, vous allez sur le site de la MSA, il y a des pages vierges, donc de documents uniques d'évaluation des risques, hein, tout à fait. Et il y a même des modèles par activité. Donc, vous allez le trouver, c'est très, très bien fait. Vous allez sur le site de la MSA, sur le volet santé et sécurité au travail, prévention des risques professionnels. Et il y a des modèles qui sont mis en ligne. Alors, de toute façon, là, généralement, le modèle, ça va être l'activité, par exemple, sur votre atelier transfo, la tâche, par exemple, je sais pas, faire des fromages, voilà. Le risque, et puis le degré du risque, c'est-à-dire est-ce que c'est un risque grave ou pas grave, et les mesures que je mets en place. Donc, les modèles sur le site de la MSA. Autrement, il y a des entreprises qui proposent aussi de faire des DUR. C'est payant. Alors, pour conclure, moi, je vois qu'il y a quand même des points positifs sur lesquels voilà, les agriculteurs peuvent agir. C'est eux, de bien définir voilà, leurs conditions de travail et leur offre, et de mettre tous les atouts de leur côté sur la manière de présenter voilà, leur offre, hein, on l'a vu sur les différents supports, voire peut-être la création de petites vidéos. Alors, c'est vrai qu'il y a des fois des formations voilà, qui existent là-dessus. En tout cas, il y a des atouts qui peuvent il y a des billes de côté voilà, de l'employeur qu'il est encore possible voilà, de jouer pour faire la différence peut-être avec d'autres employeurs. Et je vois quand même des points de vigilance, notamment sur les aspects, j'ai envie de dire, bénévolat, et sur l'aspect aussi de l'urbanisme par rapport à l'implantation voilà, de mobil-homes, puisqu'on a évoqué voilà, toute la problématique de l'hébergement des salariés. Donc, peut-être des points auxquels il faudrait qu'on soit vigilant, ou qu'on fasse remonter voilà, un certain nombre de questions peut-être à ce niveau-là, aussi au niveau de nos services sur ces aspects ponctuels d'hébergement. Voilà. Je dirais aussi, être employeur, à un moment, il faut se professionnaliser. On devient employeur, et tournez-vous vers des gens compétents, centre de comptabilité, que ce soit bien fait. Voilà, ben peut-être qu'on va en conclure là. Je vois qu'il y a des remerciements pour la qualité du webinaire, et des gens voilà, qui ont dû nous quitter. On s'excuse d'avoir peut-être un petit peu débordé. On savait que le sujet, il était vaste, mais on espère avoir voilà, répondu à toutes vos questions.